Hello à tous, hello mes Phoenix, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans ce 8e Reborn accompagné de Martin. Salut. Martin El Marticino sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors on est à Toulouse actuellement sur un tournage ensemble. Du coup on a décidé d'en profiter pour faire un petit Reborn. Par contre mec, mets-toi à l'aise hein, comme à la maison, non? Allez. Allez. Alors Martin, peux-tu te présenter à la communauté? Alors je m'appelle Martin Petit, j'ai 28 ans, je vis sur Bordeaux. Voilà, je fais simple. Je fais simple moi. Il y a 2 ans et demi, le 21 août 2017, j'ai eu un accident de plongeon donc à côté de Osgore à Seignos. Okay. Où en fait j'ai pas fait attention, j'ai plongé au bord de l'océan, journée classique avec mes potes. Il faisait chaud, j'ai voulu aller me rafraîchir et en fait j'ai juste pas fait attention, je trottine le long de l'océan, je plonge et en fait j'ai pas fait attention qu'il y avait pas suffisamment de fond. Je tape la tête même le sol. Faut savoir que le sable tassé sous l'eau c'est comme du béton. Donc là je me suis fracturé la cervicale C5. J'apprendrai après que je suis touché au niveau C6 C7 sur la moelle épinière, donc bon on aura l'occasion d'en reparler. Et là à ce moment là effectivement je commençais à me noyer parce que j'étais paralysé dans l'eau. La chance que j'ai eue c'est que j'ai eu un pote qui a compris qu'il y a un truc qui se passait. Resté 45 secondes, 1 minute sous l'eau et on a même retrouvé de l'eau dans les poumons quand j'étais en réanimation. J'avais fait une pneumonie, tout ça. Au final je l'ai bien affronté, comme le reste d'ailleurs. Ouais. Team Warrior. Du coup donc mon pote me sort de l'eau et là il me dit qu'est-ce qui se passe et tout. Donc là forcément en panique et là je dis je sens plus mes jambes. Ça s'en est suivi ce que t'as connu, mais toi t'as pas eu l'hélicoptère toi je crois. Si mais je dormais. Donc moi j'ai eu le droit à ne pas dormir. Par contre effectivement j'avais le soleil dans la gueule parce que c'était plein été et j'ai pas pu apprécier le paysage. Pas du tout. Et puis bon j'étais un peu focus sur autre chose. Je suis héliporté à l'hôpital de Bayonne où j'ai été opéré pendant 7 heures. Donc là ils m'ont tiré la cervicale qui était fracturée, ils m'ont refixé le tout avec une arthrodèse, un bout métallique en gros pour expliquer simplement, qui va refixer en fait les cervicales et pour décompresser la moelle épinière qui a été touchée à ce moment-là. Voilà. Est-ce que, à partir du moment, si je peux dire, où tu as repris conscience, est-ce que tu savais directement ce qui se passait ou pas du tout? Est-ce que tu l'as appris bien plus tard que du coup tu serais tétraplégique? Je l'ai compris, je pense, assez rapidement. En gros, quand je me retrouve, donc là je commence à me noyer. Là j'ai un peu une vision comme avec la GoPro, tu sais, quand tu te filmes sur le plastron. Ouais. Là je vois mes bras qui flottent et tout. Là je me dis putain mec, là t'es dans la merde quand même. Et en fait la chance un petit peu que j'ai eue, c'est qu'il y avait un médecin qui était en vacances. En tout cas il était en maillot de bain, donc il avait tous les symptômes d'un médecin en vacances. Je pense qu'il a fait le diagnostic vite. Il me touche, il me dit ce que je te pince, est-ce que je te touche. Je sais pas si on aura l'occasion de réexpliquer tout en détail, mais je suis tétraplégique incomplet, donc j'ai la sensation de tout mon corps. J'arrivais pas à faire la distinction entre les deux. En fait à ce moment-là il m'explique que des fois il peut avoir un choc médulaire et qu'il y a des chances des fois que ça revienne ou pas. Je me souviens d'une phrase où j'arrêtais pas de répéter quand j'étais dans l'hélicoptère. Je disais je veux pas finir tétraplégique et j'arrêtais pas de répéter cette phrase là. Et là je pense que j'avais pris conscience de la chose. Par contre effectivement à partir du moment où j'ai atterri sur le toit de l'hôpital, j'ai que des flashs. Par rapport à la réanimation, tu vois, genre moi j'ai pas eu le coma comme toi t'es resté 3 mois c'est ça? Ouais. Moi j'ai eu 2-3 jours de phase où j'étais sédaté, où je me souviens pas trop. Okay. Après je t'avoue que les souvenirs, toi j'ai l'impression genre quand t'en parles, genre t'as les souvenirs de dingue. Peut-être parce que du coup c'était 3 mois pour ma part et que genre j'ai vraiment eu le temps, si je peux dire entre guillemets. Il y a plusieurs trucs que j'ai assimilés et je pense que j'en ai fait ma propre réalité de ce coma, mais peut-être que pendant 2-3 jours t'as pas le temps de tout assimiler. Je pense que c'est plus toi, ça, genre, tu vois. Ça fait déjà 2 ans et demi, tu vois, il y a des souvenirs que t'omets, il y a plein de détails que t'oublies. Ouais. Bon, après c'est aussi ça l'exercice qui est cool d'en parler, de faire des interviews, de faire des vidéos comme ça, c'est qu'à force. Des fois il y a des trucs qui reviennent. Ouais, carrément. Je me suis fait opérer le lundi et je pense que j'ai commencé à reprendre un peu conscience le mercredi, jeudi. Après je me souviens d'une phase où quand tu te retrouves la nuit, tu comprends pas trop ce qui t'arrive tout seul, t'as le tuyau dans le nez qui t'écrase les cordes vocales. Et en fait je me souviens d'un souvenir assez précis où tu vois je suis dans la chambre la nuit, tu comprends pas trop ce qui t'arrive et je pense que j'avais capté le bouton rouge, tu vois. Et j'arrêtais pas d'appuyer et en fait le mec je l'appelle et à un moment il me dit faut arrêter de m'appeler. Ouais. Mais moi en fait j'avais besoin d'une présence à ce moment-là, tu vois. Je comprends. J'ai eu les mêmes phases où quand j'ai récupéré un peu l'usage de mes doigts et tout, j'appuyais sur la sonnette en fait parce que t'angoisses, c'est hyper angoissant le coma artificiel. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu comprends pas ce qui se passe, t'aimerais être beaucoup plus éclairé sur ce qui t'arrive et tout. Et du coup cette sonnette, je sais pas, tu le vois comme la dernière chance, genre en mode tu les appelles, ils viennent et ils ont du temps pour toi. Sauf que on le sait aujourd'hui, il y a beaucoup de manque dans le personnel médical et ils ont clairement pas le temps de venir s'occuper comme ça d'un patient, rester pour rester, tu vois. Bah c'est ça, et puis tu sais tu culpabilises un peu du truc. Et pareil, moi j'appelais aussi beaucoup parce que du coup vu que j'avais l'intubation, tu peux pas déglutir et en fait ils te mettent un tuyau dans le nez pour aspirer en fait le truc et moi ça me gênait tout le temps et en gros j'appelais tout le temps parce que ça me gênait et je suis sûr qu'à mon avis à un moment il s'est dit bon vas-y lui on laisse un peu. Ouais. Miskin il avait qu'à pas plonger.
Du coup, je suis resté 3 semaines en réanimation, 11 jours intubé. Et après, ouais, quand t'es conscient de l'intubation et tout, là, c'est quand même assez. Les journées sont longues, ouais. T'as un médecin qui t'annonce un peu ce qui t'arrive, bon, tu l'as quand même un peu deviné, effectivement. T'essaies de bouger, ça marche pas, donc t'as compris qu'il y avait un truc, un problème quelque part. Qui marchait pas. C'est le mot, le lit. À ce moment-là, t'es complètement paumé. Moi, ma seule occupation, c'était de regarder. Je me souviens très bien de cette horloge. Je regardais les secondes et j'attendais que le temps passe. Et en fait, genre, pareil, ma mère, elle me dit, mais tu peux pas prendre Canal Plus et tout, enfin, pour regarder la télé. Sauf que, genre, je souffrais tellement, genre, j'arrivais pas à me concentrer 2 secondes sur quelque chose qui pouvait me faire évader, tu vois. Et en fait, j'ai subi pendant 11 jours. Et après, par contre, ouais, l'extubation, c'était la délivrance. Et d'ailleurs, grosse dédicace à Anne-Laure et Amandine, qui sont les 2 personnes qui étaient le plus présents dans la chambre de réanimation avec moi et qui ont participé à mon extubation. Et genre, c'était un moment magique, tu vois. Tu reprends en respiration en plein poumon. Juste le fait de respirer normalement, sans machine, et de pouvoir récupérer déjà cette autonomie-là. T'en as enlevé. T'as trachéomisé ? Ouais. Ah ouais, moi j'ai une trachée, ouais. Quand on t'enlève la sonde du nez. C'est horrible. Ah, c'est pas la cire, t'as vu, on a le même truc, genre en mode. Ça passe partout là. Comment ça s'est passé pour toi au niveau de l'intimité? Parce qu'en fait, quand ton accident t'est arrivé, du coup, t'avais 25 ans, t'es pas un bébé, quoi, pas du tout, t'es un adulte, beau gosse. Tu deviens du coup dépendant du personnel médical. Forcément, c'est un peu compliqué. Après, je pense que j'ai, entre guillemets, vite accepté l'idée que de toute manière, j'avais pas le choix. Ça servait à rien en fait de me mettre dans la tête, ouais, ça me fait chier, c'est comme ça, t'acceptes. J'en ai pas spécialement souffert. Ah, c'est bien, c'est cool. J'ai vite compris que de toute manière, ça allait être ça mon quotidien. Bah, on t'a annoncé concrètement, voilà, que t'étais tétraplégique. C'est quoi les premières pensées que t'as au début quand concrètement, tu vois, on te dit voilà, enfin Martin, genre tu vas être en fauteuil roulant et... J'ai eu le contre-coup après, mais en fait quand j'ai vu l'accident, je me suis dit ça m'est arrivé à moi, tu vas voir, tu vois. Ouais, en mode warrior, en mode vas-y, c'est mort. Tu regardes le premier texte que j'ai écrit de mon téléphone. Mais c'est Tétra vaincra de toute façon. Tétra vaincra, c'est ça. Ouais. Et ça vient de là en fait. Tu vois, tu le sens direct que j'étais dans le... T'as la hargne. Ah ouais, je me suis dit vas-y, il faut que j'y aille, il y a des tétras qu'on récupérait, pourquoi pas moi. Le neurorééducateur, il me dit bah voilà, t'as un complet, donc eux ils peuvent pas se prononcer, mais forcément quand t'as un complet, il y a des chances. Ouais. Genre au bout d'un mois et demi, je commence à bouger le doigt de pied, un peu le quadriceps, des petits trucs, et là je me suis dit vas-y, c'est bon, c'est parti, tu vois, ça va revenir. Et en fait j'ai eu plus le contre-coup et j'en ai plus souffert après. Parce que tu t'étais vraiment mis cette idée dans la tête. Ouais, là j'avais commencé à subir, et puis c'était la période Noël, mon anniversaire, les moments de joie, tu vois, je les vis plus pareil, tu vois. Et j'ai plus pris le contre-coup, ouais, 6 mois, 7 mois après, ouais. Quand t'as compris que du coup ça serait plus difficile que ce que tu pensais de récupérer. En fait j'ai compris à ce moment-là que j'allais pas récupérer et j'ai eu des pensées très très sombres, tu vois. Et tu t'es battu de ouf. Je te suis sur Insta depuis que t'as eu ton accident, depuis que j'en ai entendu parler. Aujourd'hui tu te bats encore, malgré le fait, tu vois, que t'as eu des périodes sombres et tout, tu te bats encore et c'est vrai que t'es souvent entre les barres parallèles, debout, à essayer de battre ton record. Après genre c'est délicat à expliquer au grand public. Déjà c'est compliqué je pense même pour des professionnels de santé de comprendre. J'ai beaucoup de spasticité dans les jambes, donc mes jambes qui se contractent toutes seules. Donc déjà ça m'aide beaucoup, bah, tu vois, pour les transferts, ça m'aide à me mettre debout. Et en gros, la position que j'adopte, le fait de bloquer mes articulations, bloquer mes genoux, d'être entre 2 barres et de gérer mon équilibre avec mes bras, bah tu vois, j'arrive à avoir une position debout. Après, ce qui est quand même ouf, c'est qu'effectivement la spasticité ne casse pas. Donc je peux rester debout. Et là, en ce moment, je suis entre les barres et j'essaie de marcher. Alors c'est pas une marche de ouf, mais déjà le sentiment... T'as appris à vivre comme ça, avec cette tétraplégie, et là tu te retrouves debout à battre des records, à rester genre 1 minute 30 mec debout entre les barres. Ouais, c'est une fierté, c'est kiffant. Après, sur le moment, tu le vois pas trop. Après, c'est vrai que tu te rends compte de l'ampleur de la chose. Du coup, on y revient un peu, tu vois, mais quand t'es sorti de l'hôpital, c'est quoi l'appréhension un peu d'être en fauteuil et de retourner dans la vie de tous les jours? C'est ça, ouais. Il y a plusieurs phases. Il y a la phase hôpital, tu survis, t'apprends ce qui t'arrive. T'as la phase de rééducation, materné de ouf. Ouais, t'es materné de ouf, ouais. Et effectivement, quand tu sors du centre de rééducation, t'as des gens qui ne connaissent pas nos quotidiens, tu vois. T'es confronté à plein de choses dans le handicap. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On a la chance aussi d'être en France. Moi, je suis pas dans un esprit vindicatif, tu vois. On a quand même cette chance-là. Après, ouais, dans la mentalité, dans plein de choses, il y a encore des évolutions à voir et je pense que c'est un peu nos rôles. Il y a Nelia qui est à côté aussi. On est tous là à parler de nos accidents parce que déjà, je pense que nous, ça nous fait du bien, c'est une forme de thérapie. Et puis, on a cette chance de pouvoir avoir de la visibilité, de sensibiliser. Et effectivement, après, quand je suis sorti du centre de rééducation, effectivement, tu te réappropries ton corps et après, tu te réappropries ton rapport à la société, ton rapport aux autres, le regard des gens. Tu sais, avant, je faisais 1m80, je faisais de la muscu, j'étais un peu costaud. Donc, tu t'es construit toute ta vie avec une image de toi-même. Et forcément, là, tu te construis avec une autre image de toi en fauteuil, avec des gens qui te parlent de haut. Toi, t'es en fauteuil, donc t'as une position déjà de faiblesse, entre guillemets. Et du coup, tu dois te réapproprier tout ça. Au début, le regard des gens, tu vois, ça va être... Tu fais attention parce que c'est nouveau pour toi. T'as le sentiment que les gens te regardent. Tu focalises sur ce qui te dérange, toi. Voilà. Alors que maintenant, je suis en fauteuil. Pour moi, c'est juste... je vis en roulant. J'ai accepté en grande partie ce qui m'est arrivé. J'ai fait beaucoup de chemin depuis. Puis après, tu sais, il y a aussi ce que tu renvoies de toi. C'est sûr que si tu fais la gueule, tu fais le mec qui est dépressif, forcément...
Les gens, ils vont avoir de la compassion, de la pitié presque. Ouais. Moi, genre, tu sais, je suis tranquille. T'es là, t'es souriant. Du coup, ça passe, tu vois. Ouais, les gens, ils sentent aussi que quand t'es en acceptation avec toi-même, bah du coup, c'est moins dérangeant et ça attire moins le regard. Moi, de toute façon, je l'ai vu, j'en parle souvent dans mes vidéos, tu vois, mais c'est vrai que voilà, moi, j'ai passé du temps à me couvrir, à cacher mes cicatrices. Les gens, ils te regardent. Tu sais, je baissais la tête quand on me regardait. En fait, ça passe, tu vois. Après, je dis pas que c'est tous les jours facile, mais c'est vrai que voilà, quand tu revendiques vraiment ce que tu es à 100%, les gens, à partir de là, on est tous capables de le faire et c'est pas une chose aisée, mais au final, quand on y arrive, c'est quelque chose qui nous libère. T'as vraiment une parole sage. C'est vraiment une sage cette fille. Vite fait, il t'est arrivé ce qui t'est arrivé. T'es aussi, si je peux dire, entre guillemets, dépendant de certaines personnes puisque t'as besoin d'être soignant chez toi. Quotidiennement, comment tu le vis? Au début, quand j'étais en centre de rééducation, je me suis dit, mais non, mais moi je veux pas avoir des gens tout le temps chez moi et tout. Je te cache pas que des fois ça me saoule. Bon, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. S'il y a un problème, je sais le dire aussi. Pas de soucis pour ça. Tu m'as dit que mes vidéos c'était de la merde. Au début, je me suis dit, ouais, c'est bizarre et tout. Et maintenant, c'est mon quotidien et c'est plus un problème. Après, j'essaye aussi, moi, de gagner en autonomie. Bon, après, j'ai pas les mains forcément, donc c'est un peu compliqué. Mais tu vois, genre, t'essayes de regagner en confiance et ça se fait petit à petit. Ça met un peu de temps. Et moi, mon idéal, c'est de regagner au maximum en autonomie pour moins dépendre de personne. Après, j'ai aussi accepté l'idée que voilà, c'était nécessaire. Puis c'est bien de se faire des petits plats de temps en temps, tu vois. Mais t'es encore dans cette démarche d'avancer, de te battre et de récupérer en autonomie. Bah, c'est un combat de tous les jours. Hein. T'aurais pu juste vivre aux dépens de certaines personnes. Ouais, après, bon, je pense que déjà c'est pas dans mon tempérament et puis il faut te fixer des objectifs pour atteindre des niveaux de toi-même et des fois, bah, tu vois, ces petits objectifs, ça commence par des petites choses comme ça du quotidien et puis après tu te fixes des objectifs. Et après tu marches entre des mains. Et après tu tapes les saltos et... Si tu devais revivre ce qui s'est passé. Fondamentalement, je pense que ça a pas changé qui je suis, tu vois. Peut-être que justement l'accident, ça a fait qu'amplifier. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait pas l'injustice, qui avait des valeurs, qui avait envie de changer le monde, tu vois. Genre j'ai toujours été un grand utopiste. En fait, le fauteuil de base, il impose le respect parce que les gens ils se disent ouais, moi je suis pas capable de, parce qu'ils l'ont pas vécu. Et les gens, ils vont forcément t'écouter davantage qu'avant, tu vois. Que si t'étais pas accidenté. Ouais, voilà. Ouais, t'avais les mêmes idéaux et t'avais la même philosophie de vie. Pour moi, il y a eu un vrai changement radical entre ce que j'étais et ce que je suis devenu, tu vois. Ça a juste accentué ce que j'étais et je me suis même dit, les réseaux, tu connais comme moi, ça a été trouver des gens à qui j'ai pu m'identifier. J'ai commencé à écrire, ça a été une forme de thérapie. Et après, j'ai compris que c'était une chance d'avoir cette visibilité pour les autres qui se retrouvaient dans ma situation parce que je peux à la fois moi maintenant donner mes clés. J'estime avoir une forme de responsabilité vis-à-vis des réseaux sociaux parce que j'ai la chance d'incarner la cause, celle de la tétraplégie, celle des paralysés. Mais je sais que j'arrive à fédérer aussi d'autres personnes qui sont dans d'autres causes et dans une cause plus globale de handicap. Et je sais que je peux porter la voix de gens qu'on n'écoute pas forcément. Donc quelque part, ton accident, tu le vois comme une chance de visibilité. J'aurais préféré m'en passer, hein. Oui, bien sûr. J'ai eu une vie normale, mais là je me dis que bah, l'accident, il est là et ce qui est important en fait, c'est ce que tu en fais. Quand t'as un accident comme ça, t'es dans une quête de sens pour te reconstruire et en fait, je retrouve du sens à ma vie en ayant le sentiment de faire le bien autour de moi, tu vois. Je pense que vraiment, quand il nous arrive ce genre de choses, on a besoin de donner alors qu'en soi, on nous a enlevé quelque chose. Je sais pas, ça démultiplie un peu cette envie de donner. En fait, c'est pas pour prouver aux autres, c'est aussi pour prouver à toi-même que ah ouais, ça m'arrive à moi. Ok. Genre, on est là, tu vois. Et tu vois, bah, il y a des gens, ils se reconstruisent dans le sport, ils se reconstruisent dans plein de choses. Moi, ça a été ça maintenant. Les réseaux sociaux, ça ouvre des opportunités de dingue. Et de tout ça, en fait, il faut en faire quelque chose. Moi, je vais créer des choses par rapport à tout ça. Je veux pas m'arrêter et j'ai envie de me prouver à moi-même que l'accident, en fait, peut être une chance. C'est un truc que, il y a encore peut-être un an, j'aurais pas dit. Parce que même encore à l'heure d'aujourd'hui, tu me dis, Martin, tu entres dans tes jambes, est-ce que tu les reprends? Je vais pas te dire non, tu vois. Parce que c'est quand même pratique, hein. Ça sert quand même un peu. Ça sert un peu. C'est ce que j'ai tendance à dire aussi, c'est qu'on a cette chance de pas être comme les autres et de se distinguer, tu vois. Et le fait de pouvoir se distinguer, pas de manière vénale, etc., mais tu sais que voilà, tu peux créer quelque chose par rapport à ce qui t'est arrivé et après, faut pas que tu te perdes aussi sur qui tu es, sur les valeurs que tu veux porter. Et je sais me préserver, je pense que j'ai aussi la maturité pour. On a des bons mentors aussi qui nous aident. Après, il faut trouver le bon équilibre et tout est une question d'équilibre. Si tu devais parler au Martin d'il y a 10 ans, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, muscle-toi le cou. T'es un gamin. Je lui dirais, reste fidèle à qui tu es. Du coup, Martin, juste pour remettre un peu les choses dans le contexte, parce que tu as souvent ce genre de retour sur les réseaux, tu n'es pas paraplégique, tu es tétraplégique, mais tu bouges les bras. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour que ça soit clair pour tous les gens qui vont regarder cette vidéo? Donc c'est pas moi qui me déclare tétraplégique, hein. J'ai pas vocation à dire ah, je suis tétraplégique pour me faire mousser, c'est juste que la science me décrit comme tétraplégique parce que j'ai une atteinte des 4 membres. Donc effectivement j'ai pas l'usage des mains. Après il y a plusieurs niveaux de lésions sur la moelle épinière. Moi je suis C6, C7. La tétraplégie ça va de C1 à C8 en gros. Je suis bas sur la tétraplégie et chaque niveau en fait correspond à une énervation d'un muscle ou plusieurs groupes musculaires. Bah, j'ai l'usage des
des épaules, des biceps et des poignets. Par contre, effectivement, j'ai pas l'usage des doigts. Ok. J'ai l'atteinte des 4 membres, mais j'arrive à bouger le haut. Et ça, c'est pareil, c'est une idée reçue, notamment avec des films très connus, voilà, Intouchables, où effectivement on assimile la tétraplégie à une personne qui est cassos. On assimile la tétraplégie à une personne qui bouge que la tête, et c'est plus complexe que ça. Non, chaque cas est complètement différent. Voilà, chaque cas est différent et je pense qu'il ne faut pas rester focalisé sur ses idées et que justement c'est en parlant, en faisant ce type de vidéo qu'on avance et qu'on démocratise un peu la chose. Et puis tu vois, il y a aussi une idée reçue qui est ah oui, tu bouges le haut, donc tu as un complet. Pour faire très simple, complet c'est quand tu as une section de la moelle ou violemment comprimée, donc tu n'as ni sensation ni moteur. Okay. Et un complet c'est comme moi, effectivement j'ai la sensation depuis le début et j'ai de la chance d'avoir, pour ceux qui sont incomplets, de la récupération. Moi ça a été le cas un petit peu. Et tu vois, j'ai des gens qui me disent oui, tu bouges les bras donc tu as un complet. Mais non, en fait il y a des gens qui peuvent être complets comme moi et bouger comme moi. Ça aussi c'est une idée reçue, tu vois. Je vais mettre le lien de ta vidéo, au moins les gens pourront se rediriger si ça les intéresse parce que c'est super intéressant. Quand je me suis réveillée du coma et que je me suis vue brûler, tu sais, j'ai eu peur en fait de mon avenir, quoi. Tu vois, je me suis vraiment dit ma vie elle est foutue. On est dans une société où on vit avec des dictats, surtout moi en 2013, ça va faire bientôt 10 ans. On n'était pas encore du tout dans une ère révolutionnaire où la femme s'accepte et se montre comme elle est. Et je me suis surtout dit mais en fait je retrouverai jamais l'amour. Est-ce que tu as eu cette peur là et comment ça s'est passé par la suite? Quand t'as 25 ans, t'as un mec et tu bouges plus. Bah ouais, non mais carrément, tu vois. Plein de questions et t'apprends que c'est pas un frein en fait. Le handicap n'est jamais un frein. Et après il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, l'image que tu renvoies de toi. Le fauteuil n'est pas un frein. Au contraire les gars, rassurez-vous, ça peut être plutôt un aimant. Il y aura toujours une personne qui t'aimera pour ce que tu es. On t'a quand même annoncé une tétraplégie. Tu te poses forcément des questions, je pense, par rapport au rapport sexuel, tu vois. On est assez accompagnés. Après moi j'ai eu la chance de pas avoir trop de conséquences à ce niveau-là. Ça fonctionne et après, voilà, on est tous différents. Ouais. De toute manière, ces choses-là, ça se construit aussi avec la personne avec qui tu es. Il y a des choses que tu acceptes, des concessions, d'essayer de les Mais il y a toujours des solutions dans tous les cas. Mais il y a toujours des solutions. Au début, ça a été compliqué. Forcément, t'as 25 ans, ça t'arrive, tu te dis comment ça va se passer. Et... Entre guillemets, à 25 ans, une grosse partie de ta sexualité, de ce que tu connais de toi du moins, est déjà construite. Là, c'est redécouvrir aussi ta sexualité. Ouais, et puis tu te reconstruis sur ça, et puis même au-delà de ça, comment je vais séduire. Tu parlais, je crois, dans tes vidéos, que t'avais plus tes cheveux, que tu te dis comment je vais séduire, et au final, tu te rends compte qu'il y a 1000 manières de séduire, et c'est pas que du physique, et le handicap n'arrête pas la séduction, et faut pas que, s'il y a des gens qui se trouvent dans notre situation, de se dire que c'est un frein, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous aimera pour ce que vous êtes en fait. Vu que tu t'adresses un peu à la communauté, tu disais tout à l'heure que voilà, t'avais eu tes périodes de down, t'as eu peut-être même ces envies de tout arrêter, de lâcher. J'ai même eu des grosses envies d'arrêter. Ouais, parce que des fois c'est trop. Ouais, ça aussi c'est bien d'en parler. En fait, on n'est pas des warriors, on n'est pas invincibles. J'ai jamais mis les mots tels quels sur les réseaux sociaux parce que c'est des mots qui peuvent faire peur. L'idée du suicide, forcément, ça m'a traversé l'esprit. J'ai aussi fait la connerie que je pensais que tout allait bien. J'avais un antidépresseur assez... Et du coup, moi, je pensais que ça allait bien. J'ai arrêté la dose tout d'un coup, tu vois. Waouh. Frère, descente... Aux enfers. Mais t'étais pas suivi par un psychiatre à ce moment-là? Non, mais par contre, effectivement, et heureusement, le corps médical, je pense, l'a vu, le médecin l'a vu. Parce que pendant une semaine, je ne parlais plus à personne. Et genre, le Martin qui va en rééducation et qui rigole et tout, au fond, c'est quand même ce que je suis. Je suis un mec qui rigole, même si des fois, je suis un peu sérieux dans mes textes. Ouais, puis t'es pas trop drôle surtout. Je suis pas trop drôle. Je me suis enfermé, je parlais à plus personne, je tirais une gueule de ouf. Je disais que je voulais pas vivre comme ça, tu vois. Je pense que c'était aussi lié à l'arrêt brutal. Et en plus de ça, vu que j'arrêtais violemment, je faisais des cauchemars. Et en fait, j'ai repris mon traitement et j'ai arrêté progressivement en quelques mois. Et après, tu vois, depuis, il n'y a pas de problème. C'est très dangereux, les antidépresseurs. Faites attention si vous en prenez. Faites-vous suivre, clairement, parce que l'arrêt brutal, il peut faire très très mal. Moi, je me souviens avoir été sous antidépresseurs aussi, mais très très suivi. Et moi, j'avais 16 ans aussi, donc très très suivi par une psychiatre à ce moment-là. C'est délicat parce qu'en fait, ça te met dans une phase où tu as l'impression que tout va bien. Quand tu les as plus, tu te retrouves un peu face à ta réalité, en fait. Mais c'est pour ça, j'en reviens vraiment à ce qu'on disait, on n'est pas des warriors. On a eu des antidépresseurs, on a été suivi psychologiquement, psychiatriquement, moi de mon côté en tout cas, à l'hôpital aussi. Derrière Instagram, oui, c'est beau, hein, les réseaux, on partage des beaux textes. Les gens, en fait, ils nous voient tellement heureux, ils se disent ah, mais ça va en fait. Faut pas oublier qu'on est passé par quand même des phases de ouf, des phases sombres. Je pense que justement, si on est aussi heureux, c'est parce qu'on est passé par ces moments-là. C'est pas qu'on est heureux, pour s'afficher, c'est juste qu'on l'est pleinement parce que... En fait, quand on parle sur les réseaux, quand on parle là sur Reborn et tout, mais je pense que ça se ressent de toute manière derrière la caméra, à travers un écran. Je pense qu'avec Martin, on est profondément heureux parce qu'on a profondément souffert. On est passé par des phases où, en fait, on est allé chercher au plus profond de nos retranchements avec Martin, je pense. Faire des beaux textes
texte sur Instagram, c'est transmettre ce qu'on a vécu, c'est prouver que la vie elle vaut la peine d'être vécue parce que la vie elle est belle, mais c'est aussi admettre que en fait ce qu'on vit, on n'a pas les mêmes séquelles, attention, mais c'est un combat qui est permanent en fait. On en a fait une force. Tu vois, je pars du principe que ce qui nous arrive, c'est pas que le fruit du hasard, c'est parce que aussi on est proactif dans ce qu'on fait et on provoque en fait ces choses-là. Je trouvais ça beau aussi de rappeler un peu les moments sombres dans lesquels on est passé. Ouais. Justement, qu'est-ce que tu dirais à des personnes là qui sont dans cette période sombre, qui en ont marre, tu vois, et qui ont l'impression de pas voir le bout du tunnel? Qu'est-ce que tu leur dirais toi avec tes mots? Je leur dirais que déjà ils sont pas tout seuls, ça va mettre du temps. La résilience, elle s'impose d'elle-même. Le temps, c'est un allié de taille à ce moment-là. Chaque personnalité est différente, chaque personne est différente, chacun fait son chemin. Moi, je pense que j'ai accepté entre guillemets assez rapidement. J'essaie de donner mes clés et j'essaie aussi de montrer que voilà, la vie elle s'arrête pas au fauteuil roulant, qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à vivre et qu'on peut avoir une vie très très bien en fauteuil. Et ça, c'est une phrase de mon kiné qui m'a dit: le jour où tu arrêteras de dire putain à chaque fois que tu n'arrives pas à faire quelque chose parce que t'as pas tes mains, c'est que déjà tu seras dans une forme d'acceptation. Et tu vois, cette phrase elle m'a marqué parce que des fois je fais tomber des clés par terre. Avant je me dis putain, ça me fait chier de la ramasser. Et maintenant je la ramasse et c'est mon quotidien et c'est plus un problème en fait. Il n'y a pas de fatalité. Dans la vie, que tu sois valide ou handicapé ou tout ce que tu veux, il faut se fixer des objectifs, atteindre des niveaux de toi-même. Faites confiance au temps, faites confiance à vos envies et faites-vous plaisir et kiffez la life. Bon, je pense qu'on va rester sur ces mots, Martin. C'était long. Non, c'était parfait. Moi, je trouve que ce reborn, il est plein de sens. Ça fait trop longtemps que j'avais envie de le faire. Ton accident, ça fait que 2 ans et demi. Et je suis sûre, si dans 3, 4, 5 ans, on refait un reborn, Ouais, ça va être ouf. t'auras un discours qui sera complètement différent Ouais, parce que t'auras vécu des expériences de vie qui seront hors normes. Enfin, j'en suis sûre. On se retrouve dans 7 ans. Je vous remets tous les réseaux de Martin juste ici, allez le suivre, envoyez-lui du love. Il a lancé une petite appli aussi qui s'appelle Bootleg. C'est une application qui est disponible dans 5 villes, donc là pour le moment on est sur Bordeaux, Le Mans, Tours, Toulouse et Montpellier. Donc Pas en mal. gros il y a un abonnement gratuit et cet abonnement gratuit donne droit à un verre acheté égale un verre offert. Ça évolue, on s'adapte et on verra ce que ça va donner. Ouais. Ok, donc je vous mets le lien de l'application de Martin juste là dans la barre d'infos. Retrouvez Martin sur tous ses réseaux et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et un prochain reborn. Salut! Du coup c'est moi qui me lève là.